Réveil un peu raide ce matin, mon téléphone sonne de partout. En fait, j'ai une alarme incendie dans un de mes immeubles où il y a 20-25 locataires dedans actuellement. Tout le monde essaie de me rejoindre par téléphone, par message texte, et comme par hasard, ça m'arrive à peu près une seule fois par année. Mon téléphone était fermé ce matin, donc je ne l'ai pas vu tout de suite, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Bref, les pompiers sont débarqués, et au final, c'était heureusement une alarme non fondée. Mais évidemment, dès que je l'ai su, je me suis rendu sur place et il y avait quand même 13 pompiers sur place dès ce matin à 7h, 7h15 du matin pour vérifier mon immeuble. Ils ont tout vérifié et finalement, il n'y avait rien. Heureusement. Donc un réveil un peu direct et des fois, je me remets en question si ça vaut la peine de subir toutes ces choses-là en immobilier plutôt que de tout simplement mettre son argent à la bourse et de ne plus y penser. J'ai donc décidé de faire une analyse financière de mon immobilier parce que ça fait bientôt 13 ans que j'ai débuté à investir. Je ne peux pas être plus transparent que ça, j'ai pris directement les chiffres de mon rapport d'impôt, donc c'est tous des vrais chiffres. Et vous verrez, après avoir regardé ça, que je crois que j'ai quand même bien fait de me lancer en immobilier plutôt qu'à la bourse. Salut tout le monde, ici Rémi. Je peux te le dire, tu es à la bonne place si tu veux en apprendre plus sur l'investissement locatif. Abonne-toi à la chaîne pour voir passer toutes les prochaines vidéos sur les sujets de l'immobilier. Et aussi, si tu apprécies la vidéo, tu peux cliquer sur le bouton j'aime, ça m'aide énormément. Voilà, donc un mini résumé de ma situation. J'ai commencé à investir tout début 2012 avec un premier duplex et à la fin 2012, j'ai acheté une première maison de chambre. Pour le reste des choses, on va transférer à l'ordinateur pour voir directement mes chiffres et mon évolution. D'ailleurs, pour ceux qui veulent encore plus de détails sur mes chiffres ou comment je suis capable de comptabiliser tout ça, j'ai fait une vidéo en 2021. Donc, vous allez pouvoir voir le petit logiciel que je me suis créé moi-même et qui me permet de faire ma gestion. Et avec ça, je suis capable d'extrapoler plein de données, dont tous mes chiffres. Donc, comme ça, vous pouvez aller voir ça et ça va vous permettre de voir comment j'ai réussi à compléter ce tableau-là. Donc, aujourd'hui, on va voir combien mes immeubles me rapportent au brut, combien ils me coûtent en dépenses, combien j'ai donc de cash flow après les dépenses, combien je gagne et combien je paye d'impôts là-dessus, et aussi la valeur que mes immeubles m'ont donnée au travers des années. Donc, on transfère maintenant à l'ordinateur pour regarder tous les chiffres. Donc, voici le fichier. Ici, j'ai mes 13 années. Donc, j'ai commencé en 2012 et on est en 2024. Et la première chose que je veux vous montrer, c'est que, en fait, mon nombre de locataires. Quand j'ai commencé avec un duplex. Donc, on a seulement 2 ici. Mais j'ai fini l'année avec une première maison de chambre aussi que j'ai achetée en octobre. Et il y avait 12 chambres à l'intérieur. Donc, en termes de locataires, je suis passé à 14. Et ensuite, j'ai été pendant 4 ans supplémentaires à tout simplement avoir ces 2 immeubles-là, avoir ces 14 locataires-là à gérer. Et ça bougeait pas, là. C'était vraiment très simple. Vous allez voir, mon revenu a quand même évolué et tout ça. J'en parle d'ailleurs dans la capsule que j'ai faite en 2021 de comment j'ai pu, avec les mêmes nombres de locataires, augmenter mon revenu à chaque année qu'on va voir. Et ensuite, ça a été à partir de 2017 où là, j'ai acheté une autre maison de chambre qui a quand même 32 chambres à l'intérieur, donc c'est énorme. Ça l'a fait passer un gros saut. Et ensuite, en 2018, là, j'ai fait 4 achats, donc des gros immeubles et tout. Je suis passé à 73. 2019, j'ai rien acheté. 2020, j'ai acheté encore. 2021, une autre. 2022. Et là, à partir de 2022, j'ai pas réacheté depuis ce temps-là. Par contre, j'ai même vendu un immeuble, donc je suis redescendu. Aujourd'hui, 82 locataires en gestion. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est tout simplement mes revenus bruts. Donc comme ça, mes revenus bruts, c'est vraiment ce que les immeubles génèrent. Hein? C'est pas ce qui me reste dans les poches, on va le voir un petit peu plus loin, mais les revenus bruts, c'est combien j'ai de revenus immobiliers. Donc par rapport à certains, là, c'est vraiment, on va dire, pas élevé parce que j'ai entre autres des chambres qui sont autour de 500 $. Même quand j'ai commencé mes premières chambres, j'avais une chambre quand j'ai acheté l'immeuble, le gars, il payait 240 par mois. Fait que tu sais, c'est pas des gros chiffres par rapport à certains. Il y en a qui, avec 89 locataires, ont plus d'1 million de revenus bruts. Donc vraiment, je suis pas la même chose que certains. J'ai des créneaux particuliers, mais quand même, vous allez voir que c'est pas parce que mes immeubles génèrent des petits revenus bruts par rapport à certains que ce n'est pas rentable. Et c'est là qu'on va voir tout au long de la capsule. Donc, première année, 6 200 $. J'avais tout simplement le duplex. J'ai acheté la maison de chambre à la fin de l'année. Donc, 14 locataires, mais pas beaucoup de ces revenus-là nécessairement. Et après ça, ça a augmenté parce que là, j'avais les 14 locataires. Et vous voyez que les 2 premières années, ça n'a pas bougé, beaucoup bougé. Après ça, par contre, j'ai appris à mieux gérer mon immeuble. J'ai appris à faire une meilleure gestion, à mieux remplir le monde à l'intérieur. Le monde, il bougeait moins parce que c'était plus agréable d'être là. Donc, année 2015, même nombre de locataires, mais j'ai quand même augmenté mes revenus de 6 000 $ et un autre 5 000 $ supplémentaires l'année d'après. Donc, clairement, 10 000 $ de plus avec les mêmes locataires en 2 ans seulement. C'est quand même très bon. C'est pas parce que j'ai augmenté très cher tous les locataires. C'est vraiment parce que je faisais une meilleure gestion. C'est une maison de chambre, donc il y a des choses à prendre en considération là-dedans. Ensuite, on a 2017.
où là, j'ai un nouvel immeuble et j'ai pas eu l'immeuble toute l'année. L'immeuble, quand je l'ai acheté, il était vide. Donc oui, il y a 32 chambres à l'intérieur, mais il était vide. Donc au début, il n'a pas généré beaucoup. Bref, on voit une différence d'à peu près 32 000 de différence dans les revenus parce que au final, c'est ça, il était pas plein et tout, mais c'est vraiment à partir de 2018 là où l'immeuble était plein, puis en plus j'ai ajouté les autres immeubles. C'est vraiment là où j'ai commencé à faire une vraie comprendre que l'immobilier était puissant et que j'ai décidé de pas le mettre au centre de ma vie, mais à complètement quand même m'y dédier en sideline. Donc j'ai commencé à le prendre plus au sérieux. J'ai acheté plusieurs immeubles et là on voit là ça a augmenté. Donc 206 000. Encore là j'ai fait de l'optimisation, 277 000. Il y a aussi des immeubles que j'ai achetés plus tard vers la fin de l'année, donc j'avais pas des revenus complets ici. 2019, j'ai des revenus complets. Présentement, j'avais pas rien acheté parce que je prenais le temps de stabiliser mes immeubles. Tu sais, j'en ai acheté quand même 4 ici. Donc, je voulais pas aller trop vite, trop rapidement pour peut-être tomber s'il y avait des immeubles qui fonctionnaient pas ou c'était pas aussi rentable que je pensais. Donc, j'avais pris du temps de me stabiliser. Et là, maintenant que j'étais stabilisé, j'en ai acheté d'autres, j'ai augmenté. Par contre, mes revenus ont diminué un petit peu. Maison de chambre, des fois ça augmente, des fois ça diminue. On était en pleine COVID, donc les chambres étaient un petit peu moins en demande. Les gens voulaient pas se mixer. Donc, mes revenus ont diminué un petit peu. 2021, j'ai fait un autre achat, mais là, mes revenus sont repartis à la hausse. 2022, des beaux revenus. 2023, des beaux revenus. Et là, 2024, je suis, premièrement, il manque quelques mois à l'année parce que 2024 n'est pas terminé. Mais l'autre chose aussi, c'est que j'ai eu une petite baisse par rapport à d'autres années de location, donc des petits creux. C'est pour ça que mon revenu est un petit peu moins élevé. Il va quand même augmenter là, avec les prochains mois. Mais tout ça pour vous dire que dans les 13 dernières années, j'ai quand même eu pour tout près là, de 2,5 millions de revenus locatifs. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est quand même des gros chiffres. Là. Comme je vous dis, c'est peu par rapport à plein d'autres, mais pour moi, je trouve que c'est quand même des gros chiffres. Pour le commun des mortels, 2,5 millions, c'est pas rien. Et si on met ça sur une moyenne, c'est quand même des revenus locatifs d'une moyenne au travers des 13 dernières années de 191 000 192 000. Donc, ces revenus-là, il faut comprendre que c'est quand même intéressant, c'est une moyenne parce que tu sais, j'ai commencé la première année, j'avais 6 200, mais j'ai commencé aussi par rapport à la mise de fonds. Donc, on a ici en bas la mise de fonds. La première année, j'ai acheté le premier duplex avec 3 350 $ tout simplement. Donc, je vous le dis, là, j'en parle dans quelques-unes de mes capsules. C'est un duplex, c'est un vieux duplex. On a reculé en 2012, les prix n'étaient pas du tout pareils, c'était en région. Bref, j'ai acheté l'immeuble 67 000 $, j'ai mis 5 % de mise de fonds, ça fait 3 350 $. Ensuite, j'ai acheté l'autre maison de chambre avec seulement 20 000, donc 23 000 là, la première année. Ensuite, j'ai rien mis parce que j'ai rien acheté. Ici, j'ai mis une mise de fonds de 48 000 pour acheter mon gros immeuble. Ensuite, en 2018, j'ai mis plusieurs mises de fonds, mais ça totalisait quand même, surprenamment, seulement 88 000 $. Et ensuite, j'ai pas acheté. On arrive ici, j'ai mis 9 000 pour acheter un immeuble. Et là, vous vous dites peut-être 9 000, c'est vraiment pas beaucoup. Et effectivement, c'est parce que dans ce cas-ci, on est 3 sur l'immeuble. Donc, c'était un tout petit immeuble. On a mis en tout 27 000 de mise de fonds, donc séparé par 3, seulement 9 000. En 2022, j'ai mis 46 000 pour acheter un immeuble et c'est ce qui fait le tour de mes mises de fonds en fait. Donc au travers des années, ici en 2018, il faut dire que sur le 88 000, il y a un immeuble que je n'ai pas mis de mise de fonds. Donc en fait, je l'ai acheté avec zéro argent. C'est possible d'acheter sans argent. Je l'ai acheté avec un partenaire qui lui a mis 100% de la mise de fonds et moi je fais 100% de la gestion. C'est entre autres pour ça, c'est un de mes gros immeubles, un immeuble commercial qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, qui rapporte aussi des gros revenus, mais je l'ai acheté sans mise de fonds. Donc c'est quand même intéressant. Et tout ça me fait de ma poche que j'ai mis en mise de fonds au travers des années, un seulement 214 000 $. Donc, c'est comme si j'avais mis, si on met en moyenne, 16 000 500 par année en moyenne pour les mises de fonds. Donc, quelqu'un qui est capable d'avoir en moyenne ce montant-là pourrait arriver avec des chiffres similaires. C'est sûr que là, on est avancé dans les années, les prix des immeubles ont un peu changé, donc c'est peut-être difficile d'avoir exactement les mêmes chiffres, mais quelqu'un qui commence aujourd'hui en 2024 et qui va faire le même exercice en 2034, il va pouvoir dire qu'il a fait seulement ça avec ces montants-là, parce qu'en 2034, ça va encore avoir changé. Donc, au final, dans 10 ans, il vaut mieux commencer tout de suite que d'attendre dans 10 ans puis de faire encore que ça l'a augmenté. Bref, ça, c'était pour les revenus bruts. Mais évidemment, là-dedans, c'est pas tout. Hein, j'ai des dépenses. Donc, la première année, en fait, j'ai eu tout en dépenses. J'ai eu aucun cash flow. Donc, j'étais complètement à zéro. La deuxième année, j'ai eu plus de dépenses que de revenus. Donc, j'étais même dans le négatif. On parle ici de, premièrement, ma gestion qui n'était pas très bonne. J'avais beaucoup de dépenses. J'ai beaucoup optimisé ça. Donc, j'en ai réduit au travers des années. Mais la première année là, que je détenais ici, je l'avais
l'avais acheté en octobre, donc par le temps que je me fasse la main et tout. Vraiment, là, la première année m'a coûté très cher. J'ai eu des pertes. 2014, ben là, c'est parce que j'ai fait des rénovations sur l'immeuble, donc j'ai changé la toiture, j'ai fait plein de choses, donc j'ai eu des pertes. Et à partir de 2015, ben là, j'ai commencé quand même à faire du profit. Donc, les premières années, clairement, j'en faisais pas. Après ça, j'ai commencé à en faire. Donc, en termes de cash flow, 2015, 9 000, 10 000. Ici, on arrive, mon gros immeuble, eh bien là, la première année, c'était vide, donc j'ai eu des réparations à faire. Ça m'a coûté très cher sur toutes sortes de choses, donc j'ai eu une perte. Et là, après ça, ben là, les revenus ont quand même grandement augmenté. Puis, j'avais stabilisé mes immeubles. Donc là, ça a commencé à faire un cash flow vraiment intéressant. Donc ici, 60 000 en cash flow, c'est quand même non négligeable. Et 92 000, 63 000, 131 000. Donc là, j'avais acheté plusieurs immeubles, j'avais mieux stabilisé mes affaires. 92 000, 139, 140 à peu près cette année que je vise là, avec les mois qui vont rester. Donc ça, je vous le dis, c'est mes revenus réels actuels, mais c'est les dépenses projetées et mon cash flow projeté. Donc au final, j'en ai eu pour 1 million, presque 800 000 de dépenses, 136 000 par année, si on fait la moyenne vraiment avec les petites au début. Et j'ai quand même eu un cash flow de 715 000 au travail des 13 dernières années, donc une moyenne de 55 000 par année. C'est non négligeable. C'est pas nécessairement super énorme, mais c'est non négligeable. Et mais là, par contre, là-dessus, ben, il faut payer de l'impôt. Parce que cet argent-là, c'est avant impôt et c'est même avant l'équité, mais on en reparlera plus tard. Mais l'idée, c'est que c'est avant impôt. Donc, il faut payer de l'impôt. Et pour ça, une chose qu'on peut faire, c'est prendre de l'amortissement. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, l'amortissement, c'est un peu comme un REER. Donc, en fait, ça permet de reporter l'impôt sur ce montant-là. Donc, c'est comme si on prenait un REER, on va venir déduire nos revenus de ce montant-là avec l'amortissement. Donc, au travers des années, les premières années, je n'ai pas pris d'amortissement parce que quand on achète au personnel, on ne peut pas créer une perte avec l'amortissement. Donc, comme j'étais déjà négatif, et on le revoit ici en 2017, j'étais dans le moins, donc je n'avais pas fait de cash flow. Donc, je ne pouvais pas prendre d'amortissement. Par contre, les années où j'ai eu du rendement, on peut prendre de l'amortissement et ça, c'est un moyen de diminuer légalement l'impôt qu'on paye sur nos immeubles. Ce n'est pas une perte d'impôt que l'État nous donne, c'est plutôt un report d'impôt. C'est-à-dire que ce 2 993 $-là que j'ai reporté en 2016, je n'ai pas encore payé l'impôt là-dessus, mais je vais le payer au moment soit de ma mort, soit au moment de la vente de l'immeuble. Donc, comme ça, c'est juste un report de l'impôt. Je vais quand même devoir le payer un jour. Mais bref, j'en ai pris au travers des années. Donc, il y a même des années où j'en ai pris 50, 41, 40 000 $. C'est quand même beaucoup de reports d'impôt. Au travers des années, j'en ai pris pour 277 000 $. Donc, à peu près 21 000 $ par année, bien qu'il y ait des années que j'en ai pas pris parce que j'étais déjà à perte. Mais l'idée, c'est de dire que il faut faire attention avec l'amortissement parce que, ça va nous revenir, on va dire, d'en face au moment où tu vas vendre l'immeuble. Donc, c'est quand même à prendre en considération. Et l'autre chose aussi à prendre en considération, c'est que quand on a de l'amortissement, ça s'explique quand même à la banque, mais ça vient diminuer nos revenus. Et comme on vient de diminuer nos revenus, eh bien souvent, des fois, c'est quand même plus difficile d'emprunter. Donc, comme ça, prendre l'amortissement, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Et vous voyez que c'est des montants là, qui sont un peu, ils peuvent paraître random comme ça, mais en fait, c'est 4 % de la valeur de l'immeuble qu'on a le droit d'aller utiliser. Donc, on ne peut pas prendre l'amortissement qu'on veut. Il y a quand même des règlements. La première année, il y a la règle du demi-taux, donc c'est seulement 2 % et c'est la valeur de l'immeuble et non pas sur la valeur du terrain et c'est dégressif. Bref, je dis plein de choses, mais je ne suis pas là pour vous enseigner ça aujourd'hui, là, vous parler de ça. C'est plutôt juste pour vous dire qu'il y a des règles et c'est compliqué des fois à mettre en situation, mais les chiffres sont là par rapport à ce que moi j'ai pris. Je prends maintenant une mini pause pour vous parler du commanditaire de la vidéo. Ben non, en fait, il n'y en a pas de commanditaire de la vidéo. Aujourd'hui, je veux juste féliciter tous ceux qui font partie du programme 2x4. C'est vraiment le fun de vous voir prendre votre avenir financier en main grâce à l'immobilier, tout comme j'ai fait au travers des années. C'est vraiment cool de pouvoir partager avec vous vos achats que vous faites, votre évolution et de voir comment vous faites la gestion de tout ça. Et s'il y en a d'autres qui veulent rejoindre le groupe du programme 2x4 et qui veulent aussi pouvoir profiter du pouvoir de l'immobilier, tout comme j'ai fait dans les 13 dernières années, eh bien, tu peux cliquer sur le lien en description et toutes les informations sont là. Donc là, maintenant, j'avais un cash flow, oui. Par contre, il y a une partie que je peux ne pas payer d'impôt dessus grâce à l'amortissement, pas payer de l'impôt tout de suite. Donc, après ça, on a des revenus qui me reviennent à moi. Et ça, c'est selon mon pourcentage. Donc, au final, on a pris, tu sais, j'avais 9 000 $ de revenus la première année en cash flow. J'ai quand même pris un peu d'amortissement, mais il y a une partie là-dessus qui me revenait pas parce que j'avais un partenaire. Donc, dans mes revenus à moi, il me reste, tu sais, les 3 premières années, il me restait rien du tout. Je me suis pas sorti de mon d'argent de mon immobilier. Après ça, seulement 490 $, seulement 1725, une année où j'étais à perte. Et ensuite, ben là, ça a commencé à augmenter. Donc, 19, 41, 23, 73 000 $. Donc, en 2021, ça a quand même
été une très bonne année. 2022, j'ai eu des dépenses, j'ai pris de l'amortissement, bref. Fait que seulement 30 000 là, qui vient s'ajouter à mes revenus et 76, 55 000 cette année. Donc, au final, j'ai fait à peu près 320 000 en cash flow. Là-dessus, par contre, il reste de l'impôt à payer. Donc, vraiment, ça, c'est par rapport à mes revenus après l'amortissement et tout. Mais si on vient payer de l'impôt, donc si, selon les années, là, c'était avec mon palier d'imposition, donc c'est plutôt réaliste, mais en même temps, c'est pas 100% précis. C'est un peu difficile à calculer parce que j'ai différents revenus. Donc, il n'y a pas juste mon revenu immobilier, mais j'ai aussi mes autres revenus. Donc, c'est un peu mélangé. Mais grosso modo, j'ai essayé de déduire là, la partie qui était sur mon immobilier seulement. Et vous voyez qu'au travers des années, j'ai quand même payé de l'impôt. En 2021, j'ai quand même payé 30 000 d'impôt sur mon immobilier seulement, 10 000, 32, 19. Donc, c'est quand même des montants. Mais au final, en 13 ans, j'ai payé 125 000 d'impôt, grosso modo, ce qui fait une moyenne de seulement même pas 10 000 par année. Tout ça pour un montant de revenu brut de 2,5 millions. Là. Donc, tu sais, un revenu moyen de 191 000 par année, 192, et payer seulement 10 000 d'impôts dessus. Donc, vraiment, quand on va maximiser nos choses, eh bien, oui, il faut penser à l'impôt. Par contre, l'impôt en immobilier, on est capable pendant longtemps de la différer grâce à l'amortissement. Et aussi, bien, une fois qu'on a déduit toutes les dépenses et qu'on a pris notre partie, si on est avec des partenaires et tout, et selon notre strate d'imposition, notre taux marginal, eh bien, on se retrouve à pas nécessairement à payer si d'impôts que ça. C'est pas le. Puis tu sais, payer de l'impôt, là, c'est pas le diable en personne. Là. C'est correct de payer de l'impôt dans la vie. Puis il faut comprendre que 125 000 d'impôt, j'aurais aimé mieux le garder dans mes poches, évidemment, mais ça me fait plaisir de le donner à l'État. Après ça, ce qu'ils font avec, des fois, c'est un petit peu tannant, là, ils gaspillent un peu d'argent. Mais l'idée, il faut comprendre que quand on fait de l'argent, eh bien oui, on va payer de l'impôt, mais qu'il va quand même nous en rester plus dans nos poches. Donc, on voit que malgré le fait que j'ai payé de l'impôt, ben, ce qui me reste vraiment dans mes poches après l'impôt, évidemment, les premières années, je ne gagne rien. Mais grosso modo, on a des montants, là, des années où c'est intéressant avec 42, 18, 44, 35. Fait que ça, c'est vraiment les montants là, qui me restent dans mes poches après impôt. Et j'en ai eu pour 195 000, 196 000. Mais il faut dire que là-dessus, ben, il y a tout l'amortissement là, que je peux reprendre aussi une partie. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement, il m'en reste plus que ça dans les poches réellement, parce que ça, c'est après l'impôt, mais c'est moins l'amortissement. Donc, grosso modo, là, pas obligé de tout comprendre ici, mais vous voyez qu'il m'a resté quand même 200 000 $ dans mes poches, une moyenne de 15 000 $ par année après impôt. Donc là, vous vous dites, OK, est-ce que ça vaut la peine d'avoir mis 215 000 $ en mise de fonds, d'avoir travaillé pendant 15 ans, d'avoir des gros immeubles, d'avoir 82 locataires, d'avoir se faire appeler parce que les pompiers sont là le matin à cause d'une alarme qui est non fondée et tout ça. Est-ce que ça vaut la peine de le faire par rapport à la bourse? Et c'est ici qu'il reste deux colonnes à vous montrer, deux rangées à vous montrer. Et c'est là aussi que ça fait toute la différence. Parce que le cash flow, l'idée, c'est qu'on ne veut pas en obtenir tant que ça. Parce qu'on est imposé là-dessus. Donc, on vient le réduire avec l'amortissement. On vient trouver les dépenses là, admissibles. Évidemment, on ne va pas faire des fausses dépenses, mais il y a des dépenses qui sont admissibles. Donc, quand je fais des travaux ici puis que je suis dans le négatif, eh bien, il faut comprendre que ce négatif-là, au final, il me permet d'économiser de l'impôt. Fait que là, je ne l'ai même pas écrit ici, mais ce 17 000-là, 18 000 en perte, eh bien, il est venu se déduire de mes impôts personnels et ça m'a fait, on va dire, gagner de l'impôt. Donc, en fait, même ici, tu vois, j'ai fait une erreur. Le chiffre n'aurait pas dû être 0, j'aurais gagné de l'impôt. Mais l'idée, c'est de dire que au final, il m'a resté de l'argent. C'est quand même peut-être peu par rapport à un salaire ou par rapport à l'avoir mis à la bourse, mais il reste des choses intéressantes, c'est que le cash flow, c'est un des 3 sources de revenus par rapport à un immeuble. Maintenant, on va regarder, il y a aussi une autre chose, c'est l'équité. Donc, en fait, l'équité, dès la première année, ça, c'est l'argent qu'on rembourse notre prêt hypothécaire. Donc, à chaque année, la première année, j'ai remboursé à peu près 2 000 $ et là, je n'avais pas tous les chiffres. Jusqu'en 2018, je n'avais pas tous les chiffres. Après ça, c'est mes chiffres réels. Mais ici, là, j'ai fait une estimation. Donc, à peu près 2 000 $ la première année. C'est pas beaucoup. 5 000, 10 000, 13 000, 15 000, 30 000, parce que là, ici, j'avais un autre immeuble. Donc, plus qu'on a d'immeubles, plus qu'on va rembourser nos hypothèques. Et à partir de 2019, là, c'est mes chiffres réels. Donc, j'ai remboursé 53 000 cette année-là, 61 000 ici, 79 000, 52, 41, 65. Donc, au final, au travers des années, j'ai quand même remboursé près de 1,5 million en prêts hypothécaires sur mes immeubles, donc en capital, ce qui fait une moyenne de prise de valeur
grâce à l'équité d'une moyenne de 36 500 $ par année. Donc, c'est quand même fort intéressant. Ça vient s'ajouter sur la moyenne du cash flow qu'on a ici après l'impôt. Donc, c'est déjà des beaux revenus. Puis ça, ben, on ne paye pas d'impôt sur cette équité-là parce que c'est un remboursement de l'emprunt qu'on fait à la banque. Donc, c'est de l'argent qui vient gratuitement dans nos poches. Par contre, je n'ai pas accès à cette équité-là. Il va soit falloir que je refinance mon immeuble pour y avoir accès ou que je vende l'immeuble. Donc, tant que je n'ai pas fait une de ces deux actions-là, eh bien, ce 500 000 $-là que j'ai remboursé au travers des années, je ne peux pas y toucher tout de suite. Mais un jour, si je décide de tout vendre, eh bien, ça vient dans mes poches parce que je l'ai remboursé. Et l'autre chose aussi qui est maintenant le dernier volet pour faire de l'argent en immobilier, c'est la plus-value. Et là, c'est une plus-value qui est estimée à certaines années parce qu'évidemment, je n'ai pas tout vendu. Mais l'idée, c'est de dire que j'ai de la plus-value qui s'est faite à chaque année. Et ici, ben, dès ma deuxième année, j'avais acheté mon premier immeuble sous sa valeur et l'immeuble il a pris de la valeur. Donc, vous voyez ici, là, il y a des années où ça s'accumule. En fait, là, je ne l'ai pas mis exactement de la même façon que les autres. Ce n'est pas à chaque année, mais ça s'accumule. Donc, il y a des années où j'avais, on va dire, seulement 37 000 de plus-value, 39 000. Mais là, ici, boum, 440 000 de plus-value parce que j'ai acheté un immeuble et je l'ai acheté comme 400 000 en bas de sa valeur. Donc, cette valeur-là me revient dans les poches le jour où je vais vouloir le vendre. Encore ici, j'ai acheté mes 4 immeubles, je les ai achetés en bas de la valeur marchande et vous voyez que ça a grimpé tout le temps. Donc, juste en plus-value, j'en ai fait pour 1,5 million. Donc, c'est énorme. Donc, ça vient s'ajouter à la valeur de mes immeubles plus la plus-value. Et là-dessus, ben, mon équité a grandi parce qu'en plus, je rembourse les prêts à chaque année. Donc, vraiment, ça fait des gros chiffres. Et là, ben, il reste la dernière colonne ici dans le bas et c'est la colonne vraiment qui est intéressante. Donc, en fait, on voit que la première année, j'ai mis 23 000 de mise de fonds et ça m'a permis de seulement, on va dire, gagner 2 000 $. Mais dès la deuxième année, eh bien là, j'ai commencé à faire de la plus-value et rembourser. Donc, j'ai gagné 40 000. La troisième année, 11 000, 14 000, 17 000. Et à partir de 2017, c'est là où les gros chiffres commencent. Et là, 431 000, 416 000, 111 000. Donc, au final, au travers des années, quand on combine la plus-value, qu'on combine l'équité que j'ai remboursée, plus le cash flow que j'ai eu. Donc, vraiment, ça ici, on le voit, là, c'est tout ce que j'ai gagné. Et ce que j'ai gagné, ben, c'est le montant après impôt, mon équité, puis la différence par rapport à l'autre année d'avant sur ma plus-value. Donc, au final, j'en ai eu pour 2 178 000 $ que j'ai gagné au travers des 13 dernières années. Tout ça en ayant mis seulement 215 000 $ de mise de fonds. Donc, une moyenne de 167 000 $ par année. Et je vous rappelle, sur ce 167 000 $-là gagnés par année, eh bien, je paye en moyenne seulement même pas 10 000 $ en impôts. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je fais ce croche là et que je ne paye pas l'impôt que j'ai dû. C'est des choses totalement légales, comme je vous dis, grâce à l'amortissement, grâce à l'équité, la plus-value qu'on ne paye pas tout de suite. Évidemment, je vais payer les impôts en temps et lieu quand je vais vendre les immeubles, mais pour l'instant, je peux faire fructifier cet argent-là sans payer l'impôt tout de suite. C'est pour ça que ça l'augmente autant. Donc, je n'ai pas calculé le rendement, mais clairement, c'est énorme là, pour dire qu'on met environ 16 000 $ par année, mais que ça m'a permis de gagner en moyenne 167 000 $. Donc, on parle ici d'un rendement de plus de 10 fois. Donc, c'est quand même meilleur qu'à la bourse et je suis vraiment content d'avoir fait mon immobilier. C'est mon parcours, c'est des vrais chiffres. Par contre, évidemment, vous ne serez pas capable de répliquer ça de la même façon. Ça dépend du secteur que vous êtes, ça dépend de quel type d'investisseur vous êtes, ça dépend des montants de mise de fonds que vous avez, quel type d'immeuble que vous achetez. Et tout ça, eh bien, si vous voulez embarquer, évidemment, il y a le programme 2x4. Je montre aux gens exactement comment faire ça avec les chiffres de la réalité d'aujourd'hui. Mais clairement, vous pouvez embarquer et c'est le meilleur moment pour embarquer aujourd'hui parce que, évidemment, on va tous se rendre dans 13 ans. En tout cas, je l'espère pour ceux qui sont là. Et dans 13 ans, si vous n'avez pas pris action, eh bien, vous serez dans une situation très similaire par rapport à où vous êtes aujourd'hui. Et si vous avez pris action, eh bien, ces chiffres-là pourraient être vous dans 10, 13 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Mais l'idée, c'est que si vous prenez action dès maintenant, vous aurez des résultats. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous montrer tous ces chiffres-là. Vous pouvez faire pause, regarder, me poser vos questions et je pourrai vous répondre. Mais regardez que évidemment, ces chiffres-là, ça fait du sens, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et c'est pas faramineux. J'ai pas besoin de dire que j'ai 1000 portes là, puis que ça soit des 1000 portes avec des gens qui me payent des loyers à 1000 $, 2000 $, 3000 $, puis d'avoir des immeubles qui valent des millions et des millions quand j'achète. Pas du tout. Je me suis bâti un beau parc immobilier. J'en suis fier. Évidemment, c'est des plus petites valeurs ou des plus petits loyers que certains autres qui sont dans différents marchés à Montréal ou autres, mais je dégage un excellent rendement à chaque année. Et moi, ce que je recherche, ce n'est pas d'avoir le plus d'argent possible. Je recherche ma liberté et ça, l'immobilier me l'a apporté. Je vais vous dire une chose, il n'y a quand même pas tous les chiffres dans cette vidéo-là. En fait, ça aurait été beaucoup trop compliqué et beaucoup trop long à faire tout simplement. L'idée, c'est que maintenant, après bientôt 13 ans,
j'ai un parc immobilier où la valeur brute est environ de 5,6 millions de dollars. Là-dessus, évidemment, j'ai des hypothèques. Et dans mon cas, on peut dire que les hypothèques ne représentent pas nécessairement beaucoup par rapport à la valeur totale de mon prêt parce que j'en ai seulement pour 1 660 000 $. Ça me fait grosso modo une valeur nette de 4 millions. Là-dessus, j'ai quand même un petit peu de partenaires, je vous l'ai dit. Donc, en tout, dans ma partie, j'en ai pour 3,2 millions au net pour moi. Et c'est quand même pas si pire. J'ai 34 ans et ça fait seulement 13 ans que je suis en immobilier. J'ai commencé avec seulement 3 350 $ pour mon premier achat et au travers des années, tout ce que j'ai mis en mise de fonds représente seulement 215 000 $. C'est quand même bon. En plus, là-dessus, il ne faut pas oublier les quelques centaines de milliers de dollars que j'ai fait en revenus nets après impôt au travers des années. Donc voilà, clairement, c'est pas mauvais et c'est meilleur quand même qu'un rendement moyen à la bourse. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Et je vous rappelle que le meilleur moyen pour m'encourager, c'est de continuer à m'écouter, mais aussi de partager les vidéos. Ça m'aide énormément. Merci de ton écoute et bon succès.